Grétry était le compositeur de l'époque de Louis XV, de Louis XVI, de la Révolution, de Napoléon. Il a on pourrait appeler je ne sais quoi mélodique, qui attire l'attention du spectateur immédiatement. Voltaire le reçoit en disant « Vous êtes musicien et vous avez de l'esprit, cela est trop rare pour que je ne m'intéresse pas à vous. » Il faut savoir qu'il a écrit beaucoup. Comme écrivain philosophe, disait-il, à 4000 pages sur des sujets tout à fait autres que la musique. Grétry, c'est un compositeur qui a été oublié à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, il y a énormément de travail à faire pour qu'enfin Grétry apparaisse dans toute sa splendeur. Grétry est un homme très particulier, parce que, bon, il est né à Liège, qui était à l'époque une ville assez indépendante, où il y avait une vie culturelle qui était intéressante. Il est fils de musicien. Le père de Grétry était premier violon à la collégiale Saint-Denis de Liège. Et pour autant qu'on peut en juger, c'est une existence modeste et c'est un avenir un peu cousu de fil blanc, de compositeur, de maître de chapelle. Grétry, très jeune, a été en contact avec une troupe italienne qui est venue à Liège pendant un petit temps et ça l'a fasciné. Il découvre une musique moderne et il se décrit comme un homme entièrement déterminé par cette découverte. Le naturel du théâtre de Pergolèse et de la musique de Pergolèse. Donc le primat de la mélodie, le primat de la voix. Donc il a voulu avant tout devenir chanteur, puisque avoir des chanteurs d'opéra, ben, on a envie de faire la même chose comme gamin. C'est comme si on veut devenir pompier. Mais quand on est amoureux de la musique, ben, on a envie de chanter comme ces gens par lesquels on est fasciné. Et Grétry a été fasciné à un tel point que, très vite, il a fait une éducation qui était l'éducation normale à l'époque, en tout cas en Belgique, c'est d'entrer dans une maîtrise d'une des collégiales de Liège. Et ça s'est très mal passé. Le pauvre. Depuis qu'il existe des enfants malheureux sur la terre, aucun ne le fut autant que moi, dès que je fus abandonné au maître de musique le plus barbare qui fut jamais. Lorsqu'il n'entendait plus que soupirs et sanglots, il croyait avoir bien rempli ses devoirs. Et si une seule chose avait été capable de détruire en moi l'instinct qui m'entraînait vers la musique, j'ose affirmer que c'était la manière même dont on s'y prenait pour me l'enseigner. Mais il a quand même tenu bon. Et il est devenu un bon chanteur. Et la voix semblait toute tracée, jusqu'au moment où est arrivée la mue. Donc, drame dans la vie de ce jeune artiste en devenir. Alors, que peut-on faire d'autre? Eh bien, on va jouer et écrire. Et ce jeune gamin, à 18-19 ans, imaginez-vous, de Liège, il a voulu aller étudier à Rome. Lorsqu'il part à Rome en 1759, il va prendre des leçons avec un maître romain qui s'appelle Casali et qui a été maître de chapelle à Saint-Jean-de-Latran et qui est une figure de la musique religieuse italienne. Il écrit finalement ses premières œuvres, outre des fugues, ce sont des quatuors à cordes, une messe. Donc il est entre plusieurs genres, certains ultra modernes comme le quatuor à cordes. Écrire un quatuor à cordes à la fin des années 50 ou dans les années 50, c'est faire un acte de modernité évident.
Mais en même temps, il va au théâtre, il cherche absolument à rencontrer Piccini. Il écrit un opéra bouffa à Rome. Il raconte avec un certain orgueil que son opéra a eu un très grand succès et que ça lui a valu la jalousie de beaucoup d'Italiens qui considéraient qu'un Belge, c'est-à-dire un francophone, ne pouvait pas écrire un opéra italien intéressant pour les Romains. Grétry va quitter Rome le 1er janvier 1767. Et là, disons qu'il prend la route vers le nord de l'Italie et il est à la croisée des chemins. La voie normale était évidemment de retourner à Liège, mais Grétry, qui semblait un petit garçon timide et frêle, n'a pas du tout fait ça. Il a dit, moi, je vais faire un petit voyage entre les deux, entre Liège et Rome se trouve une ville qui à l'époque n'était sans doute pas très grande, c'était Genève. Et à Genève, il a eu l'occasion de rencontrer un personnage important qui vivait là-bas à Genève, et c'était Voltaire. Voltaire était le maître du goût européen depuis Ferney, où il a écrit des dizaines de milliers de lettres à travers l'Europe, et où, au fond, un mot de Voltaire en faveur de l'un ou en faveur de l'autre fait un destin. Et Voltaire lui a dit très rapidement, après avoir entendu un de ses opéras qu'il a eu l'occasion de créer à Genève, il lui a dit « Tu dois aller à Paris. C'est là que tu vas faire ton chemin. » Quand Grétry arrive à Paris, on est à la toute fin des années 1760, on est dans une période qui est assez triste. En 1764, meurt Rameau, la musique est en deuil, meurt la marquise de Pompadour, la cour et Louis XV particulièrement sont en deuil, et surtout la guerre de 7 ans, qui est une guerre terrible où la France a perdu beaucoup, a vraiment ravagé le royaume et surtout a ravagé l'humeur du peuple. Donc la fin des années 1760, pour le règne de Louis XV, pour l'histoire de France, c'est une période catastrophique, c'est la morosité ambiante. Quand Grétry arrive à Paris, du côté de la musique, il trouve la capitale française dans une situation un peu atypique, puisqu'il y a des foyers qui sont très modernes. C'est le concert spirituel, par exemple, qui est une société de concert où on joue des symphonies, des choses qui sont inouïes pour les Parisiens. De l'autre côté, c'est la comédie italienne, l'opéra comique, qui est alors la grande modernité. Et puis, il y a l'Académie royale de musique, l'opéra, qui, à cette période précisément, fait vraiment office de vieux bastion. Je fus à l'opéra 2 fois. Mais je n'en compris pas davantage la musique française. On donnait Dardanus de Rameau. J'étais à côté d'un homme qui se mourait de plaisir quand j'étais moi obligé de sortir parce que je me mourais d'ennui. J'ai découvert depuis des beautés dans Rameau, mais j'avais alors la tête trop pleine de la musique italienne et de ses formes pour pouvoir me reculer tout à coup à la musique du passé. L'Académie royale de musique, on donne le grand opéra, où l'on donne encore du Lully, où l'on donne Rameau et d'autres auteurs, et dont, d'une certaine manière, toute l'Europe éclairée se gausse, parce qu'on pense que cette musique est totalement archaïque et que c'est la musique de Louis XIV. Le style musical français, en fait, place le texte en premier lieu. À l'époque de Grétry, on dit souvent que le problème en France, c'est que les récitatifs français sont trop accompagnés de musique, donc ça n'a pas l'air de récitatif, ça ressemble un peu à des airs sans mélodie, et que les airs ne sont pas assez chantés, et que donc ça ressemble un peu à des récitatifs. Et donc on passe 5 heures à entendre de la musique sans savoir quand on a un air, quand on a un récitatif.
C'est vrai que l'opéra français, à la fin des années 1760, c'est quelque chose d'un peu surréaliste dans le contexte européen. C'est-à-dire que tout le monde écrit partout, de Vienne à Munich, à Londres, à Rome, des opéras soit buffa, soit seria à la manière italienne, comme Mozart le fait par exemple un peu après, mais personne ne pratique le style musical français. La modernité est ailleurs, dans l'autre théâtre parisien, l'autre théâtre privilégié où on fait de l'art lyrique, c'est l'opéra comique, mélange de parler et de chanter, un genre totalement neuf et entièrement rénové à la fin des années 50. Le choix des sujets, la façon de jouer, tout ça est à l'opéra comique. Et Ce matin, pas de frigo, vous devez bien entendre. Moi, je dois vous entendre. Moi. attention, c'est pas précis ça. Vous devez bien m'entendre. Ralenti. Non, tu boules. Ah oui, je boule. Oui, Je connais pas. Ok. Presque. Ok. Tu ralentis parce que tu recules. Donc je devrais avancer. Ouais. Attends, on le fait une voix très bien placée directement. Celle qui... Celle qui m'est si chère, celle qui se m'endonne. Ce matin, pas de brigands, vous devez bien m'entendre. Moi, je dois vous entendre. Moi, contre tous ces brigands, moi, j'ai su les défendre. Vous me faites courir les champs. C'est elle qui courait les champs. Et je dois vous entendre. Et vous devez m'entendre. Son nom. Bravo. Quand Grétry arrive à Paris, il a tout de suite conscience que la modernité, c'est ce qui se passe du côté des encyclopédistes, des philosophes. Et finalement, l'opéra comique étant un genre très moderne, et c'est le genre qui l'intéresse, il se retrouve immédiatement en contact avec les penseurs, les philosophes, et va donc à la fois vivre dans des salons, traverser des salons, des sociétés qui sont d'avant-garde, et puis s'associer pour ses livrets aux grands penseurs de l'époque, dont certains ne sont pas tous forcément des grands écrivains d'ailleurs, mais ce sont en tout cas des philosophes qui apportent à Grétry un éclairage nouveau sur ce que peut être le théâtre et ce que peut être la façon de toucher le public. Voilà, c'est pour ça. Et ça on peut le gérer. Ça, Le théâtre de la deuxième moitié du XVIIIe siècle a une utilité sociale. Il doit émouvoir et éduquer. Pour éduquer, instruire, il faut s'adresser à un homme qu'on va toucher par la sensibilité. Les encyclopédistes, en fait, poussent les compositeurs à mettre en musique des situations réalistes et à des personnages un peu du quotidien. Donc dans l'opéra comique, on voit des gens qui pourraient être un peu chacun de nous, des mariages qu'on ne veut pas, des héritages qu'on ne doit pas avoir, enfin ce genre de sujets qui sont presque du marivaudage, et non pas des dieux, des déesses et des princesses. Ça a le double avantage d'intéresser à la fois le public des classes moyennes et de la bourgeoisie qui se reconnaît dans l'opéra comique, mais aussi d'intéresser l'aristocratie, puisque l'aristocratie à cette époque avait l'habitude de fantasmer sur ce que pouvait être une vie simple, loin de tout, c'est le fameux hameau de Marie-Antoinette. Et donc en choisissant des sujets comme ça du quotidien, des personnages très réalistes, on pouvait intéresser tous les publics. Je suis si vous en direz que j'aime ce français, moi que j'aime ce français, je le reconnais, je le reconnais, oui c'est mon français, je le reconnais. Oh, c'est mon français, oui, c'est mon français, je le reconnais, oui c'est mon français, je le reconnais, oui c'est mon français, oui c'est mon français. Et quoi, vous aggravez l'outrage, cruel, éprouvez courage. Alors avec fureur, il court briser ma chaîne, il court briser ma chaîne. Tout c'est de sa valeur, la résistance est vaine. Tout c'est de sa valeur, tout c'est de sa fureur. Il rase, il terrasse, nous terrons per l'audace. Et saisi de terreur, prend la fuite. Grétry voulait entrer dans un style musical qui parlait aux gens, tout simplement.
Ça, c'est ce qu'il voulait. Et là, dans cette comédie italienne, il a trouvé l'entourage parfait pour réaliser cette ambition. Et directement, ça a été le grand succès. Les deux premiers succès, c'est très symptomatique. C'est Le Huron, donc c'est le conte de Voltaire intitulé L'Ingénu, qui est adapté pour l'Opéra-Comique. Il se trouve que Le Huron a été une réussite un peu miraculeuse, un essai parfait, tant par le choix du sujet que par la façon dont Grétry a su être moderne et plaire aux Parisiens pour la musique. Grétry, en se faisant connaître grâce à ses premiers ouvrages, va se faire remarquer par la cour et notamment par Marie-Antoinette, qui est alors la toute jeune dauphine qui arrive à Paris, à Versailles, à Fontainebleau, partout où on donne de la musique. Tout de suite, Grétry va la marquer. Je pense que c'est le choix des livrets qui avaient été mis en musique par Grétry qui lui parle immédiatement, Lucile, le Huron, etc. Et donc, elle va le soutenir de manière à la fois directe et indirecte. Parce qu'un soutien à l'époque, il suffit simplement que Marie-Antoinette applaudisse, ce qui est assez rare à l'époque, on n'applaudit pas, ou qu'à la sortie de l'opéra, elle demande à voir le compositeur pour le féliciter. Et ça, c'est déjà un soutien énorme à l'époque. Il y a une anecdote, c'est qu'après la représentation de Jémie et Azor en 1771, Marie-Antoinette traverse la grande salle de Fontainebleau et Marie-Antoinette exprime publiquement, ce qui a un poids considérable pour la réputation des personnes, son estime à Grétry et l'émotion qu'elle a eue à écouter ce très grand chef-d'œuvre, tous émus, c'est évident. D'une certaine manière, elle dit, après tout ce qu'on a dit sur la musique française, le baroque français, etc., il y a une nouvelle musique française, moderne, qui est éclatante et qui est l'avenir. Et elle le lui dit à lui. Grétry va être nommé maître de la musique de Marie-Antoinette, qui est un poste un petit peu honorifique. En fait, il n'aura pas vraiment de fonction derrière cette charge portée. Il aura un salaire. Il n'y a pas de commande officielle. Marie-Antoinette n'a jamais pratiqué comme Louis XIV la commande d'un opéra sur un texte précis pour une occasion précise. Mais par contre, on imagine qu'elle a dû avoir des discussions un peu informelles avec Grétry, l'encourager sur certains sujets ou en tout cas s'enquérir de quelle était la nouvelle sortie, le nouveau tube à paraître. Et c'est vrai que Grétry trouvera là un appui régulier jusqu'au milieu des années 1780. On peut imaginer qu'il a profité de cette veine de succès pour directement continuer sur cette lancée, où là, évidemment, les critiques l'attendaient au tournant pour voir s'il pouvait refaire ce succès, et il l'a fait. Pour boucler la perspective, ce qu'on peut dire, c'est que, jusqu'à la Révolution en tout cas, pour boucler cette perspective-là, en 1789, Grétry, c'est le maître de l'Opéra-Comique. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que de tous les compositeurs français, peut-être jusqu'au Boléro de Ravel, le compositeur français le plus joué dans le monde, ça a été Grétry. À son époque, il était joué partout. Toutes les bibliothèques, en Suède, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et aux États-Unis,
conserve des opéras comiques ou des ouvrages de Grétry. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est la dualité entre le succès de l'époque et l'insuccès de Grétry 100 ans après sa mort. Et encore maintenant, 2 siècles après sa mort, on ne peut pas dire que Grétry soit à l'affiche de toutes les maisons d'opéra du monde. On en est très très loin. On peut évidemment se poser beaucoup de questions à ce sujet. Au 19e siècle, on a eu quelques préjugés sur la musique de Grétry. Et puis on a commencé à porter des jugements aussi sur sa façon d'écrire, en disant qu'il écrivait de la musique à 2 voix, de la musique trop simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où Grétry commence à composer cette musique simple, à la fin des années 1760, en fait, on sort de presque un siècle de musique très compliquée, où on entend des grands motets, des opéras de Rameau avec du contrepoint, des vocalises, un orchestre très fourni. Et d'un seul coup, la vraie modernité, ça va être de faire quelque chose de très, très simple. Et c'est presque plus difficile pour un compositeur d'écrire simple que d'écrire compliqué à l'époque. Simplement, au XIXe siècle, avec le romantisme qui va naître, qui va aimer la démesure, qui va quand même aimer la complexité, c'est vrai qu'on va rejeter toute la simplicité en se disant que ce qui est simple, finalement, ne peut pas vraiment être beau parce que ce n'est pas assez savant, ce n'est pas assez profond. Et donc, on va rejeter Grétry pour cette raison, pour la raison que la musique, en fait, est jugée trop premier degré. D'où vient cette réputation de légèreté un peu insignifiante de Grétry? Si j'ai dit au départ que ce que j'aimais chez Grétry, c'est la facilité apparente. Tout ça a l'air très naturel. Mais le naturel ne veut pas du tout dire que c'est léger et insignifiant. Quelquefois, je l'avoue, la mélodie est vague, mais c'est un de ses avantages. Car si l'harmonie, pour être appréciée, exige une connaissance approfondie des règles, la mélodie, elle, ne demande qu'une oreille délicate et surtout une âme tendre et sensible. Quand votre chant est significatif, gardez-vous de surcharger vos accompagnements. Si le chant n'est pas l'âme de votre composition, faites un bon quatuor bien compliqué dessus, bien syncopé. À défaut des âmes sensibles, ce sont les savants qui vous applaudiront. Encore une fois. La mélodie, effectivement, c'est sûrement pour Grétry, comme Mozart d'ailleurs à cette époque, on a un préjugé par rapport à ça, mais ce sont des compositeurs qui cherchent l'effet, qui cherchent la séduction sur un certain type de public. La mélodie, c'est, à cette époque et plus avant encore, un des moyens les plus efficaces de toucher l'auditeur qu'on ne connaît pas. Dans L'Amant jaloux, un exemple vraiment probant, c'est dans cet air magnifique, Pendant que tout sommeille, la mélodie est à la fois très simple, mais extrêmement naturelle, extrêmement évidente. Grétry utilise la couleur particulière de la mandoline, qui ne contre pas l'idée mélodique, mais au contraire la souligne pour conférer une psychologie particulière par l'instrumentation. Ça, je crois que ce sont des qualités essentielles que Grétry porte haut, vraiment. Tandis que tout sommeille dans l'ombre de la nuit, l'amour qui me conduit, l'amour qui toujours veille, me dit tout bas, viens, suis mes bras. La beauté t'appelle. Voici l'instant du rendez-vous. Profite
Grétry devient célèbre vers 1768-69. 10 ans après, en 1778, je me plais à voir l'année de l'apothéose de Grétry, puisque c'est l'année où il signe, par exemple, L'Amant jaloux, qui est sans doute, en termes d'opéra comique, l'ouvrage le plus parfait de Grétry. Vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans L'Amant jaloux, c'est la tension théâtrale extrêmement efficace, à droite, avec beaucoup de construction, de contraste dans la musique, qui rend cette œuvre tout à fait fluide. On a vraiment le sentiment d'une œuvre d'un seul tenant, ce qui n'est pas toujours le cas à l'époque, et ce qui donc mérite d'être marqué, et ce qu'il rapproche, je trouve, d'un certain génie chez Mozart. On pense à ces grands finales du deuxième acte dans Les Noces de Figaro, où la tension théâtrale est grandissante du début jusqu'à la fin de la pièce. Mozart est venu plusieurs fois à Paris et il s'avère qu'en 1778, Mozart est là. Il n'assiste pas aux représentations de L'Amant jaloux, mais il assiste sans doute aux répétitions, ou en tout cas, il doit voir circuler la partition, où il a dû rencontrer des gens, peut-être et sans doute Grétry lui-même, même si son papa lui disait « Méfie-toi de Monsieur Grétry, c'est l'ennemi à abattre ». Eh bien, Avestor! Et on est quand même stupéfait de voir que dans Les Noces de Figaro, Mozart réutilise exactement les ingrédients de la musique de L'Amant jaloux. Dans le final du premier acte, Don Alonso, qui est l'amant jaloux, réclame de sa maîtresse qu'elle ouvre le cabinet, qui est dans sa chambre, et dans lequel il croit avoir entendu du bruit. Il la soupçonne naturellement d'avoir un amant et de le cacher. Il le fait avec une insistance et une violence si grande qu'au moment où elle va ouvrir la porte du cabinet, en présence d'ailleurs d'une servante et de son père à elle, une femme va sortir. Et donc elle va être disculpée. À ce moment-là, il se produit pour l'amant jaloux une espèce de dépression. C'est le ridicule. C'est la cruauté vaincue par l'évidence. C'est toute la fatuité de l'homme face à l'innocence féminine qui s'exprime. Et là, Grétry trouve un menuet. Pam, 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 pam. Il ne sait plus que dire, il ne s'emporte plus, il gémit et soupire, ah, il a l'air confus. Alors vous prenez le mariage de Figaro de Beaumarchais, exactement la même situation. C'est le comte Almaviva qui presse la comtesse d'ouvrir le cabinet où il croit avoir entendu du bruit. Et effectivement, c'est Suzanne qui va sortir. Et Mozart, exactement au même endroit, met un menuet qui est quasiment le même, note pour note, et sur lequel, quand on connaît l'amant jaloux, on a envie de chanter « Il ne sait plus que dire », etc. On ne peut pas parler d'un plagiat. On peut dire que Mozart retombe sur exactement la même situation et qu'il ne trouve rien d'autre de mieux que ce qu'il a entendu chez Grétry. Moi, je pense que la plus belle façon de voir cette parenté, ce rapprochement des deux musiques, c'est qu'en fait, la fin du XVIIIe siècle en Europe est tellement cohérente, les idées, le style musical, que deux compositeurs, dans une même situation, la stupéfaction, va générer la même musique. Au ciel, c'est une femme. Et en entendant L'Amant jaloux, qu'on redécouvre aujourd'hui, on arrive sur cette scène et on se dit « Ah, mais Grétry cite Mozart ». Sauf que c'est exactement l'inverse. Je ne sais plus que dire, il ne s'emporte plus, il gémit et soupire.
À partir de 1768 jusqu'à la Révolution française, Grétry enchaîne les opéras comiques à une cadence infernale. Alors il y a des moments un peu de creux qui sont des moments où il compose finalement pour l'opéra, parce qu'il accède finalement à cet opéra, cette Académie royale de musique. La carrière de Grétry qui le conduit de l'opéra comique où les encyclopédies sont installées, pour faire vite, à l'opéra, où semble-t-il Marie-Antoinette l'a installé à son tour, c'est un processus qui passe par, justement, la relation avec Marie-Antoinette. La reine amène simultanément à l'opéra, d'une part Gluck, le viennois, d'autre part Grétry, qu'elle a reconnu. Je pense que la personnalité artistique et en particulier musicale de Marie-Antoinette est finalement exceptionnelle. C'est-à-dire que elle a connu, avant de venir à Paris, ce qui va être dans les années 70, et par sa main, par sa volonté, le choc esthétique déterminant du deuxième, XVIIIe siècle. C'est Gluck. Elle était à Vienne lorsqu'on a joué Don Juan de Gluck, qui est une œuvre totalement révolutionnaire. Elle avait 5 ans, c'était à la cour de sa mère. En 1762, c'est Alceste de Gluck. En 1767, c'est Orphée qui va faire le tour du monde. Et puis en 1774, c'est Iphigénie en Aulide par la volonté de Marie-Antoinette. C'est-à-dire que, montant sur le trône, on joue l'œuvre que Gluck concocte pour marquer les débuts du règne de Marie-Antoinette en France. Donc la musique a joué un rôle considérable dans ce qu'on pourrait appeler l'image et la crédibilité de Marie-Antoinette au début du règne. Alors on peut se demander ce qu'on cherchait à faire en installant aussi Grétry à l'opéra. Il y a une intelligence politique, celle de récupérer, peut-être on peut dire, la figure emblématique du Paris des années 70 et de les récupérer pour donner une autre image à travers la musique de la cour et donner une image totalement rénovée du règne qui commence en 1774. Il y a peut-être aussi quelque chose de plus profond, c'est de renouveler entièrement le répertoire de l'Académie royale de musique, de l'opéra, parce que l'Académie royale de musique qui est fondée par Louis XIV au siècle précédent, il faut des auteurs neufs, avec une musique neuve. Donc je pense que Grétry était appelé à tenir cette place-là. Je crois qu'il faut être vrai dans la déclamation, à laquelle les Français sont tellement sensibles. J'ai noté que c'est au théâtre français, dans la bouche des grands acteurs, que cette déclamation, accompagnée de l'illusion théâtrale, fait sur nous les impressions les plus ineffaçables. En écoutant les acteurs,
le musicien peut apprendre à se rendre compte des mouvements de l'âme. Je cherchais donc la vérité dans la déclamation et conclus que le musicien qui saurait le mieux la métamorphoser en chant serait le plus habile. Au son, n'as-tu pas assez de victimes? N'as-tu pas assez de victimes? Et que j'ai ta vie, tu sèmes nos pas. Content de nos pleurs, quand tu nous opprimes, quand tu nous opprimes, laisse-nous sans crime subir nos malheurs. Au sol, n'as-tu pas assez de victimes? N'as-tu pas assez de victimes? Content de nos pleurs, quand tu nous opprimes, quand tu nous opprimes, laisse-nous sans crime subir nos malheurs. Laisse-nous sans crime subir nos malheurs. Après Céphale et Procris, il y a quelques très grands succès et très belles œuvres. Dans le genre tragique, c'est Andromaque, où là, Grétry s'attaque au texte même de Racine pour produire une tragédie lyrique qui serait une sorte d'équivalent français de ce que Gluck vient de faire. Hein. On voit bien qu'il y a une rivalité importante entre ce monstre européen qu'est Gluck, cette espèce de géant de la musique, après quoi tout change, et Grétry, qui est déjà sur place. Hein. Et puis après, il y a d'autres œuvres, La Caravane du Caire, Panurge dans l'île des Lanternes, tout ça c'est le côté opéra. Puis de l'autre côté, à l'opéra comique, ça continue, c'est-à-dire les grands chefs-d'œuvre sont là. Hein. Voilà la trajectoire de Grétry qui fait que, voilà, dans les années 1780, il est le maître doublement hein, de l'art lyrique français à l'opéra et à l'opéra comique. Bonjour l'étoile de Diane. Bonjour l'étoile de Diane.
s'approche une grande date quand même en France, 1789. Et on peut s'imaginer que Grétry, qui avait quand même été le musicien particulier, le maître particulier de la musique de Marie-Antoinette, on aurait pu dire que une fois la Révolution présente en France, son succès aurait été complètement fini, avec même des conséquences bien plus graves. Et finalement, Grétry, tout comme Gossec d'ailleurs, l'autre Belge, ils sont entrés dans l'époque révolutionnaire sans faire beaucoup de bruit. Et ils ont souffert un petit peu de cela, mais pas fondamentalement. Alors il perd tout, mais pas complètement tout, puisque la Révolution va inventer le droit d'auteur. Et donc Grétry, c'est le musicien quasiment de théâtre le plus joué, non seulement à Paris, mais dans tous les théâtres de France. On peut recenser chaque année plusieurs milliers de représentations de dizaines de ses ouvrages dans 60 villes de France. Hein. C'est le socle culturel du français cultivé de la Révolution. Après, on peut s'interroger quelles ont été les opinions de Grétry vis-à-vis de la Révolution. La Révolution a dû être pour Grétry un moment un peu ambigu, où certes il voyait bien que pour l'humanité et pour l'homme avec un grand H et les hommes avec petit H, la Révolution était une bonne chose, mais je crois qu'il a dû être assez mal à l'aise avec ça, parce que je crois qu'il avait réussi jusque-là, et c'était sa personnalité, c'est en ça qu'il est complexe, il avait réussi à avoir une grande foi dans l'homme, mais à se satisfaire du contexte ou de la cour, du contexte de Versailles, pour l'exprimer et pour en parler. Alors il est clair que lorsqu'en 1790, il compose Pierre le Grand, un opéra comique qui paraît envoyer un message au public comme au roi, qu'on pourrait qualifier de monarchie constitutionnelle, ben voilà, Grétry est dans l'air du temps, tout en conservant une sorte d'attachement à la reine et finalement à ses acquis. Mais assez vite, Grétry va passer à autre chose. Lorsqu'on écrit, en collaboration avec Sedaine, un opéra comique comme Guillaume Tell, qui est créé fin de l'année 1791, on a forcément composé ce genre de choses juste après la fuite à Varennes, après la fuite du roi. Moment crucial de la Révolution où, effectivement, la fidélité des uns et des autres, la confiance dans la possibilité d'une monarchie constitutionnelle s'effondre. Et beaucoup de gens sombrent, même les plus raisonnables, dans le ressentiment vis-à-vis de la personne royale. Et quelque part, quand on est en 1792-93, on n'a pas forcément envie de crier « Vive le roi » dans les rues de Paris. Et c'est vrai qu'on voit Grétry écrire des choses monstrueuses sur la cour de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et qu'avec le recul, on le trouve bien ingrat. Et moi, je n'en démords pas, c'est un ingrat. Mais à sa place, je pense que beaucoup de gens auraient fait la même chose. Et quand il met en musique Guillaume Tell, avec la question patriotique, bon, c'est de la Suisse, mais la Suisse, c'est une allégorie de la France dans cet opéra. Quand il met en musique Denis le Tyran, qui pour le coup, Denis le Tyran, c'est juste Louis XVI, en fait, on le voit aborder un peu de biais, pas de front, mais des sujets patriotiques. Et très clairement, Grétry essaye de relever l'opéra comique, non pas au niveau d'un genre de société, mais au niveau d'un genre politique qui intéresse la nation. Que cet homme exécrable vous a bravé un tel décret, vous a bravé un tel décret, quel orgueil abominable, quel orgueil abominable, quoi cet homme avait le projet de commettre ce forfait. Mais quel sentiment vous presse de penser que c'est l'ivresse qui l'entraîne à ce forfait. Et moi j'aurais la faiblesse, jamais, non jamais, d'excuser la violence d'un tel excès d'insolence.
d'insolence, de tel excès d'insolence. Jamais, non, jamais, non, 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 jamais, non, jamais, non, 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 jamais, jamais, non, jamais, non, jamais, non, jamais. Ce peuple, il faut qu'on l'opprime, par un seul jugé de tous. Pardonner serait un crime, il tombera sous mes coups, par un seul jugé de tous. L'épargner, il tombera sous mes coups, il tombera sous mes coups, il tombera sous mes coups. Qui jamais pu penser que cet homme exécrable osa braver un tel décret, osa braver un tel décret, excusez la violence d'un tel excès d'insolence, d'un tel excès d'insolence. Jamais, non, jamais, non, 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 jamais. Alors, il se produit pour Grétry un drame personnel effroyable. Grétry a 3 filles, nées au début des années 70, qui meurent successivement. Elles paraissent s'éteindre, se faner au même âge. Vers 15 ans, elles meurent. Ô fureur du sort, nature inexorable, j'ai arrosé de mon sang chaque ouvrage que j'ai produit. Je voulais de la gloire, oui. Je voulais faire exister des parents pauvres et une mère qui m'était chère. Mais toi, nature impitoyable, tu m'as accordé, c'est vrai, ce que je sollicitais avec tant de peine, mais c'était pour te venger sur mes enfants. Je n'entendrai plus jamais le doux nom de père. À partir de là, pour Grétry, on a le sentiment qu'il y a un basculement. Et on sent que cela altère profondément sa capacité de composer et le conduit à se renfermer. En 1798, Grétry va habiter dans l'antre d'une de ses grandes idoles, Jean-Jacques Rousseau, à l'ermitage de Montmorency. Et il a décidé en 1803 de quasi arrêter de composer. Il sent que ce n'est plus vraiment son affaire et de devenir écrivain. Grétry, qui avait déjà conçu tout un volume de mémoires édité en 1789, les complète et les publie en 1797. On a une somme de 1100 pages à peu près, 1200 pages, qui sont à la fois, comme on a pu le dire un peu plus tôt, là, des mémoires, des essais, des observations sur la musique, sur l'homme, sur la société. Il parle autant de la maternité que de l'ego. Et donc, il a été vraiment un homme très universel. Lorsqu'on a compris ça, on comprend aussi d'autres développements stupéfiants dans les écrits de Grétry. Grétry fait des propositions, et c'est un exemple qui fait quasiment la synthèse entre l'homme sensible de Rousseau
Grétry, compositeur et mélodiste, c'est un moment où Grétry fait une proposition absolument révolutionnaire dans le domaine de la médecine. Et alors c'est très drôle de trouver ces passages dans un chapitre intitulé « De la nécessité d'une scène comique ». Et donc il nous dit, il nous faut une scène comique, mais il faudrait aussi des médecins de l'âme. Il nous dit que ces médecins de l'âme n'auraient pas grand-chose à faire, sinon écoutez, vous écoutez. Ils seraient payés par la République. Ah oui, il dit aussi, le premier mot de ce médecin de l'âme vous recevant, c'est « ne me cachez rien si vous voulez être guéri ». Donc il nous décrit en fait la psychanalyse remboursée par la sécurité sociale. On est quand même en 1797 lorsqu'il publie ça. C'est une chose absolument stupéfiante. On n'a même pas encore découvert la psychose maniaco-dépressive et la psychiatrie moderne. Hein. Donc c'est tout à fait étonnant et ça me touche beaucoup que ce soit un musicien, que ce soit Grétry. Grétry, avec les compositeurs qui sont fort âgés à la fin du XVIIIe siècle, va faire partie de cette génération qu'on nomme à la tête des nouvelles institutions créées que sont le conservatoire, mais surtout l'Institut et l'Académie des Beaux-Arts. Et Grétry fait partie des premiers compositeurs à siéger à l'Institut, avec donc tous les vénérables du moment. Et c'est évidemment une personnalité incontestable à l'époque, tellement incontestable que David, sur le tableau du sacre de Napoléon, représente un seul musicien, c'est Grétry, qui est assis à la tribune derrière la reine-mère. Et peindre Grétry sur ce tableau, c'est quand même montrer qu'à l'époque, c'est quelqu'un qui compte pour la France. En 1813, Grétry meurt et il a eu des funérailles nationales. Ah, nous devons le pleurer à jamais. Là, il n'est plus que des regrets. Ah, nous devons le pleurer à jamais. Vœux superflus, tristes regrets. C'est donc une dédicace à un compositeur qui est arrivé à Paris sous Louis XV et a quitté Paris sous Napoléon Ier. C'est quand même une vie absolument extraordinaire. La semaine prochaine dans Musica, le grand maître baroque Georg Friedrich Händel. Pour l'heure, place à la danse avec les petits et grands élèves de la fameuse école John Neumeier de Hambourg.